Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le workflow pour mettre en œuvre Nutanix Disaster Recovery. Alors pour être plus précis, ce sera du Nutanix Disaster Recovery dans un contexte qui moi m'intéresse, qui est le Nutanix Cloud Cluster, c'est-à-dire des clusters Nutanix tournant dans des infrastructures cloud, telles que Azure, telles qu'AWS, telles qu'OVH Cloud. Et l'idée effectivement étant de faire ou d'utiliser les data centers de ces fournisseurs de cloud comme des espaces, des data centers de secours pour aller faire une réplication et le cas échéant une reprise d'activité sur cet environnement de secours. Donc le Nutanix Disaster Recovery, c'est une fonctionnalité qui est nativement disponible sur la plateforme Nutanix, qui permet de répliquer notamment des machines virtuelles d'un cluster A vers un cluster B. Et l'idée de cette vidéo, eh bien, c'est de passer un moment sur les grandes étapes de configuration de cette solution. C'est relativement simple. Le tout, c'est de bien connaître effectivement le workflow pour mettre à disposition cette solution. Alors on va commencer au niveau le plus haut, et la première étape qu'il va falloir faire quand on fait du Nutanix Disaster Recovery, dans un contexte on va dire classique ou avec du Nutanix Cloud Cluster, du NC2, c'est d'abord dans Prisme Central, donc la console de management unifiée, d'aller activer en fait la fonctionnalité Disaster Recovery. Donc là encore, le workflow que je vous propose sera disponible, l'URL sera disponible directement dans les commentaires de cette vidéo, et vous aurez donc les hyperliens qui vous amènent directement sur les différentes étapes de la configuration. Donc étape numéro 1, activer Disaster Recovery. Donc pour cela, on va simplement aller dans la partie Nutanix Disaster Recovery, sur la partie Enable Disaster Recovery, et cliquer sur le bouton Enable. Rien de vraiment extraordinaire, ça va prendre quelques minutes d'activer tout ça. À partir de là, donc il va falloir le faire sur les deux côtés. Si on fait un plan de reprise d'activité, on va dire un cluster primaire et puis un cluster de secours, et donc on va activer cette fonctionnalité de Disaster Recovery sur les deux prismes centraux qui sont en charge des deux clusters dont on parle. Une fois qu'on a fait ça, on va appairer les zones de disponibilité de Nutanix. Alors attention, petit piège pour ceux qui viennent du monde du cloud. Un Nutanix Availability Zone, ça représente quoi? Ça représente un prisme central qui va gérer un ou plusieurs clusters. Donc en gros, ici dans une configuration minimale, on va avoir un prisme central qui va gérer un cluster, d'un côté par exemple à demeure, et un deuxième prisme central qui sera côté cloud, je ne sais pas, sur Azure, AWS, et qui va gérer un Nutanix Cloud Cluster. Donc le principe de l'appairage, c'est simplement d'associer les deux prismes centraux ensemble pour qu'ils puissent s'échanger de l'information. Et les informations qu'ils vont s'échanger, ici en gros c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle les protection policy, on va en parler juste après, les recovery plans, et également les catégories qui sont ni plus ni moins que des tags qu'on va utiliser justement dans les recovery plans. Donc le fait de faire un appairage entre les deux zones va simplement permettre en fait d'échanger ces métadonnées entre les deux prismes centraux. Là encore, rien d'extraordinaire. Alors il existe différents types d'appairage. Nous, ce qui va nous intéresser, effectivement, ici, dans cette vidéo, c'est d'appairer une AZ, donc un prisme central et ses clusters qui sont on-prem, avec la même chose côté effectivement NC2. Ou alors entre deux clusters qui seraient dans le cloud, par exemple dans deux AZ différents, ou même chez des fournisseurs de cloud différents, et tout simplement que ces deux se parlent et s'échangent des informations. Une fois qu'on a fait l'appairage, donc qui est la deuxième étape de notre workflow, eh bien on va créer ce qu'on appelle une protection policy. Une protection policy, c'est ni plus ni moins finalement que de définir quelle va être la source, quelle va être la destination, quelles seront finalement les catégories qu'on va protéger, et donc on va voir la notion de catégorie, et c'est dans la protection policy qu'on va définir finalement ces RPO, donc le temps de perte de données admissible, Recovery Point Objective, et c'est ces RPO qui vont nous permettre effectivement de créer la policy et de dire je vais répliquer avec tel type de réplication du point A vers le point B. Donc une protection policy va faire appel à quoi? Elle va faire appel, du coup, elle va utiliser généralement des catégories. Donc les catégories, je vous l'ai dit, c'est simplement des clés-valeurs, c'est l'équivalent des tags ou des labels qu'on peut trouver dans le cloud public ou dans Kubernetes. Et effectivement, ça va nous servir ici pour faire en gros des ensembles de machines à protéger. Donc on va créer des catégories, il en existe plein par défaut, on peut tout à fait créer sa propre catégorie, par exemple usage égale mon disaster recovery, ça c'est une catégorie.
Ensuite, si on fait le disaster recovery entre deux Nutanix Cloud Clusters, on va avoir... alors, le mécanisme est la même chose que d'ailleurs le faire entre du on-prem et un Nutanix Cloud Cluster, mais le RPO, comme je vous l'ai dit, va conditionner derrière finalement le type de réplication qu'on va faire. Donc, si on a une perte admissible par exemple d'1 heure, on va pouvoir utiliser une réplication dite asynchrone. Alors au passage, les types de réplications qu'on peut avoir vont dépendre de la licence entre guillemets que vous avez d'AOS ou de NCI, Nutanix Cloud Infrastructure. Donc si on regarde le détail des différences entre les SKU qu'on peut avoir côté Nutanix, donc Starter, Pro ou Ultimate, et si on vient sur la partie NCI, c'est là où on a le détail en gros de quelles fonctionnalités sont disponibles dans quel niveau de licence, quoi, Pro ou Ultimate. Donc si on descend dans ce tableau, on va retrouver un moment dans la partie Data Protection and Disaster Recovery que la réplication asynchrone elle est disponible quelles que soient les éditions. Si on descend un peu plus bas, on va voir que la réplication synchrone avec un RPO de 0 ou la réplication near sync dont le RPO est entre 1 et 15 minutes va nécessiter une version pro plus un pack additionnel qui s'appelle l'Advanced Replication Add-on License, ou alors on a une licence Ultimate, et dans ce cas-là, effectivement, on a tout. Donc, en gros, pour revenir sur le schéma dont je parlais ici, si vous avez un RPO de 1 heure ou plus, donc réplication asynchrone, vous l'aurez forcément dans tous les cas quand vous allez faire du Nutanix, quel que soit l'environnement à demeure ou dans le cloud, parce que ça marche de la starter à partir de la starter. De toute façon, dans du NC2, Nutanix Cloud Cluster, on est sur un environnement qui est avec des licences Pro ou Ultimate. Donc la synchrone, on l'aura quoi qu'il arrive entre les clusters Nutanix. Si on veut effectivement du synchrone, du near sync, pardon, entre 1 et 15 minutes de RPO, ou de la réplication synchrone avec 0 minutes de RPO, eh bien dans ce cas-là, on devra avoir soit une licence Pro avec l'Advanced Replication Option, soit on aura une licence Ultimate, et auquel cas on a les deux options. Alors, si on prend de la near sync, il nous faudra un AOS dans sa version 6.7.1.5 ou plus. Et si on fait de la réplication synchrone, et entre 2 AZ, alors 2 AZ, soit 2 AZ dans AWS, soit 2 AZ dans Azure, là on parle bien de la notion d'availability zone, donc de data center au sens Azure ou Microsoft, dans la même région, là effectivement les conditions seront d'avoir une version un peu plus récente d'AOS, la 6.8.1.5 ou ultérieure. Petit point de précision, donc tout cela, la réplication entre des clusters Nutanix dans le cloud est très bien documentée, elle a une documentation spécifique qui va vous expliquer ce fameux workflow entre ces deux clusters, les limitations qu'on peut avoir, là encore toujours bien lire les limitations potentielles, et savoir qu'on ne peut pas protéger les volume groups ou les consistency groups dans ce scénario. Donc, si on résume, pour l'instant on a activé le disaster recovery dans les deux prismes centraux, on a appairé les deux prismes centraux qui gèrent chacun des clusters de chaque côté, on a créé une protection policy où on a dit pour toutes les entités, toutes les machines virtuelles qui ont ce tag, cette catégorie spécialement, eh bien on a choisi un type de réplication, asynchrone, near sync ou synchrone, et donc à partir de là, automatiquement le mécanisme va se faire de réplication d'un cluster A vers un cluster B. Maintenant, ça on a fait la réplication, la donnée du coup normalement est répliquée. Comment on fait ensuite pour basculer d'un point A à un point B le jour où on a un problème ou le jour où on veut tester. Donc c'est là où on va avoir un nouvel objet qui sera créé qui s'appelle le recovery plan. Donc le recovery plan en fait c'est ce qui va vous permettre d'orchestrer le failover des entités protégées, en l'occurrence les machines virtuelles dans notre cas, vers le cluster de secours. Voilà, tout simplement. Et donc dans cette tâche effectivement on va définir l'ordonnancement du démarrage des VM si on a besoin de le faire, on va définir les réseaux sur lesquels les nouvelles VM vont venir se connecter, on va définir également les réseaux de test, parce que finalement un recovery plan on peut l'utiliser soit dans un mode de test, et effectivement on va redémarrer par exemple les machines qui ont été répliquées dans un environnement en bac à sable à destination, pour vérifier que ça marche bien, mais on peut également utiliser le recovery plan pour son usage d'origine qui est prévu, c'est-à-dire un disaster recovery, ou alors pour migrer des workloads d'un cluster vers un autre. Effectivement,
Dans le scénario, donc dans un test recovery, on va redémarrer des environnements dans des réseaux dits de test. Dans un recovery plan, pour un vrai scénario d'usage hors test, eh bien, à la destination, on va l'utiliser, on va faire un failover, soit qui n'est pas planifié, c'est-à-dire qu'on a eu un désastre majeur sur le cluster source, ça peut être le bâtiment qui a brûlé, l'inondation, plein de mauvaises choses, et là on doit redémarrer un environnement suite à une panne qui était non prévue, unplanned. Donc là, effectivement, on va redémarrer, et potentiellement, effectivement, on peut avoir perdu des données, simplement parce qu'on a un RPO qui peut varier en fonction de l'async versus le sync versus le near sync. Donc, en fonction du RPO choisi, on pourra avoir une perte admissible de données plus ou moins importante. Si on est dans le cas d'une migration, à ce moment-là, c'est un plan failover, c'est-à-dire qu'on a planifié de bouger ces machines d'un point A à un point B, et auquel cas, effectivement, à la différence du disaster recovery qui peut arriver n'importe quand, la migration ou le plan failover, il est planifié. Donc on va le déclencher, ce qui va avoir pour résultat de faire arrêter les machines à la source, de laisser terminer la dernière synchronisation, et de redémarrer à la destination avec zéro perte de données, juste une interruption de service liée à l'arrêt à la source, la fin de la synchro, et le redémarrage à destination. Voilà. Eh bien, en quelques minutes, vous avez vu en gros la solution Nutanix Disaster Recovery, en tout cas le workflow qui permet de le configurer. Vous l'avez vu, hein, ça se fait relativement simplement. Il y a 4 grandes étapes. On active Disaster Recovery des deux côtés, sur les deux clusters ou les deux prismes centraux de chaque côté. On fait l'appairage entre les AZ, donc les prismes centraux. On crée une replication policy et on crée un recovery plan. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à l'utiliser, soit pour vraiment servir de disaster recovery, soit pour faire du déplacement de machines entre clusters, et donc quelque part on appelle ça une migration. Je vous rajoute également une vidéo qui est cette fois-ci l'illustration en image d'un disaster recovery, donc cette fois-ci avec les interfaces pour expliquer le workflow que je vous ai montré. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.